culturel Paris 3. Je représente le président de presse, Sorbonne Paris Cité, qui donc a organisé cette soirée avec donc, le film et bien sûr la présence de Pape Ndiaye, qui est spécialiste d'histoire américaine, professeur à Sciences Po. Vous savez que Sorbonne Paris Cité rassemble 8 établissements, Paris 3, Paris 5, Paris 7, Paris 13, Sciences Po, Institut de physique du Globe, NALCO et le HESP, École de santé de Rennes. Je remercie aussi, bien sûr, Gabriel Costa de Beauregard qui a organisé cette soirée avec tous les services culturels de tous nos établissements. Juste pour dire que la culture est présente à l'université, il n'y a pas de séparation étanche entre la formation, la recherche et la culture et les arts. Et donc je vais passer la parole à Emmanuel Laurentin, producteur à France Culture. Avec France Culture, nous avons aussi une convention qu'on a signée pour diffuser nos savoirs et nos recherches, et je vous en remercie. Je passe la parole à Emmanuel Laurentin. Merci, donc on s'assoit avec professeur à Sciences Po, spécialiste d'histoire américaine. Il y a 15 jours, on a appris que le Smithsonian, le musée d'histoire américaine, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, avait fait une démonstration à grand spectacle, l'ouverture d'une montre qu'on n'avait jamais ouverte d'Abraham Lincoln. Et on savait simplement dans cette montre que, par les souvenirs de l'horloger à qui elle avait été confiée, l'horloger avait raconté au début du XXe siècle que cette montre lui avait été confiée juste avant le début de la guerre civile. Et il avait raconté dans ses souvenirs qu'il avait gravé à l'intérieur de la montre un message, et le message dont il se souvenait qu'il avait gravé, c'était aujourd'hui c'est l'attaque de Fort Sumter, donc le début de cette guerre civile, et l'esclavage va bientôt disparaître. Or, quand il y a une dizaine de jours on a ouvert la montre, il y avait bien aujourd'hui c'est l'attaque de Fort Sumter, mais il n'y avait pas l'esclavage va bientôt disparaître. Et je crois que cette anecdote raconte à peu près ce film-là et toute l'histoire du rapport des Américains à la personnalité de Lincoln, c'est-à-dire que, évidemment, au début du XXe siècle, cette personne qui devait être un peu vieillissante croyait avoir raconté que la guerre civile avait été déclenchée pour cette histoire d'esclavage et que c'était sa volonté profonde d'abolir l'esclavage. Or, c'est tout un long processus qui a conduit aux scènes qu'on vient de voir, et le film lui-même, s'il avait été tourné il y a 70 ans, n'aurait pas raconté la même histoire, mais ça ne façon pas. Oui, c'est vrai, en 1860 ou en 1861, au moment où la guerre de sécession commence, au moment où donc, cette montre est gravée, avec l'attaque de Fort Sumter, la question de l'esclavage n'est pas encore en jeu dans la guerre. La guerre qui commence, c'est une guerre qui est une guerre de restauration d'une union qui est mise à mal par la sécession de 11 États confédérés. Non pas que, on en parlera sans doute, Lincoln ne soit pas opposé à l'esclavage, il est philosophiquement, il est principiellement, si vous voulez, mais pour lui, en 1860 ou en 61, la question n'est pas celle de l'abolition de l'esclavage. La question principale, c'est la restauration de l'Union. Et puis, ce qui se passe donc au cours de la guerre, c'est la transformation extraordinaire, révolutionnaire littéralement, d'une guerre qui, au départ, est donc une guerre de restauration et qui se termine par l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire d'une guerre qui devient progressivement une guerre révolutionnaire. Alors pour nous, d'une certaine façon, ce film ne nous parle pas évidemment de la même façon que pour les Américains qui l'ont vu, puisqu'il y a énormément de citations induites, et quand je parle de citations, ce ne sont pas forcément les citations propres de Lincoln ou de ceux qui sont autour de lui, mais essentiellement presque des citations visuelles. Par exemple, ce formidable tour de passe-passe de la première scène, où Spielberg arrive à se débarrasser de la scène la plus attendue,
d'un film sur Lincoln, à savoir le discours de Gettysburg, en le faisant prononcer par des soldats noirs et des soldats blancs, alors que lui-même est assis dans une position qui peut rappeler la position du Lincoln Memorial. C'est-à-dire que, pour ceux qui sont allés à Washington, il y a, au bout du mall de Washington, il y a ce formidable monument de marbre blanc qui a été construit, je crois, dans les années 20, et qui représente un Lincoln sévère, assis, les mains sur les genoux, je crois, ou les mains sur les accoudoirs d'un fauteuil, et regardant du haut de son fauteuil, il est gigantesque, les gens qui montent vers lui, donc comme ça. Et là, la scène rappelle cette scène-là, évidemment, c'est-à-dire il est assis, alors il est plus débonnaire que sur le Lincoln Memorial, mais il regarde ces soldats qui lui récitent le discours de Gettysburg, et c'est ce que font les Américains quand ils vont au Lincoln Memorial. Ils se rappellent le discours de Gettysburg, ne serait-ce que parce qu'à l'arrière de la personnalité de Lincoln dans le marbre, il y a les mots du discours de Gettysburg. Alors ça, c'est un tour de passe-passe assez génial de la part de Spielberg. Oui, c'est la scène inaugurale du film qui est poignante, à coup sûr. Et le film qui a, de mon point de vue, un souffle historique qui le rend très fort. Le film est scandé par des scènes similaires, ainsi que par qui fait presque l'ordinaire du film, c'est-à-dire des discussions politiques qui sont de surcroît parfaitement vérifiées d'un point de vue historique, parce que, comme vous le savez, le Congrès, c'est le lieu précisément où les discours sont minutieusement retranscrits par les greffiers. Donc on a des sources qui sont des sources très précises à ce sujet. Et puis bien sûr, il y a l'écriture. Le film est fondé sur plusieurs ouvrages, donc un ouvrage de Doris Kearns Goodwin sur Lincoln pendant la guerre de sécession, avec des moments qui sont des moments en quelque sorte imaginaires, comme celui qui inaugure le film, mais qui sont parfaitement plausibles en même temps, tant il est vrai que ce discours de Gettysburg, qui est un discours très bref, de quelques instants, 3 minutes 30, c'est ça. Quelques mois après la fameuse bataille de Gettysburg, donc à l'automne 1863, il est un discours qui a immédiatement marqué les esprits. Lincoln, de ce point de vue-là, était un grand orateur. On le sent d'ailleurs, il avait une voix de centaure. À l'époque, il avait d'abord une taille gigantesque. Il avait 1m93, il avait une allure très, très étrange, avec sa maigreur, ses cheveux hirsutes, une très grosse voix avec un accent du Kentucky et un sens extraordinaire du discours, servi par une culture classique considérable. Lui qui était autodidacte, qui n'avait jamais été à l'université, contrairement à son fils, c'est aussi pour ça qu'il insiste pour qu'il reste à Harvard University. C'est un autodidacte d'une intelligence admirable. Les écrits de Lincoln sont également magnifiques. Il faut lire la langue anglaise de Lincoln. C'est peut-être le président des États-Unis qui écrit le mieux de l'histoire, avec Jefferson au début du XIXe siècle. Donc le film est scandé par ces moments-là. Et je trouve que ça lui donne une force, et avec ces clins d'œil qui sont ces clins d'œil historiques auxquels vous faisiez allusion, par exemple, en effet, ce fameux Lincoln Memorial de Washington. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, il est resté dans la tête des Américains un personnage qui parle par proverbe. Alors, on a presque d'ailleurs fait le recueil de la plupart des proverbes, des histoires, des historiennes, comme pour les grands hommes. On collectionne d'une certaine façon ces histoires qu'on a vu représentées dans le film de Spielberg, et ça c'est assez juste parce que ça participe effectivement d'une mémoire populaire de Lincoln, c'est-à-dire de quelqu'un qui, comme quelqu'un de la terre qu'il était d'ailleurs, enfin, plutôt des frontières des bois de l'Indiana, avait été forgé par des recueils de proverbes, des almanachs, qui étaient des almanachs qui circulaient dans la campagne profonde américaine, et ça rapproche effectivement ce grand homme du quotidien du peuple américain, Papandreou. Oui, c'est un homme d'ailleurs qui est un homme profondément populaire. On le voit d'ailleurs dans ses interactions avec les Américains de Washington, ou d'ailleurs dans sa longue carrière politique, puisqu'il s'engage en politique au milieu des années 1840, à partir de 1846 précisément.
Il se caractérise par cette familiarité, par cette capacité à parler très simplement. Il est très différent de l'élite politique américaine de l'époque, qui est une élite très patricienne, n'est-ce pas, avec des dynasties politiques dont on voit d'ailleurs quelques représentants au Congrès à ce moment-là. Il n'est pas le premier président issu d'un monde très modeste. Andrew Jackson en 1828 était aussi un homme de la frontière, comme Lincoln, mais il fait partie, il est une figure atypique à tous les points de vue dans la vie politique américaine de l'époque. Alors il est devenu ce président extraordinairement populaire, le plus populaire des présidents américains, à coup sûr, le plus révéré, celui qui fait l'objet presque d'une forme de sacralité. De sacralité c'est tout à fait net aux États-Unis, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors c'est ça qu'il faut raconter, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a été... D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand on va interroger les Américains au pied du Lincoln Memorial, il y en a qui vous disent c'est celui qui a préservé l'Union. Il y en a d'autres qui vous disent, noir, et pas simplement noir, c'est celui qui a aboli l'esclavage. Et il faut dire que même jusque dans les années 20, au moment où on construit le Lincoln Memorial, il n'est pas tout à fait évident d'être assuré que ce soit le président le plus aimé des États-Unis. Il y a eu longtemps un combat contre la mémoire de Lincoln. Exactement, c'est un président qui, évidemment, dans le sud des États-Unis, demeure impopulaire à la fin du XIXe siècle, à coup sûr, mais aussi au début du XXe siècle. Le premier président sudiste à être élu après Lincoln est Wilson, un Virginien. Il est élu en 1912. Et lorsque Wilson est élu, c'est un démocrate, il est salué dans le Sud comme celui qui, en quelque sorte, opère une sorte de revanche par rapport du Sud, par rapport à Lincoln. Et c'est finalement assez graduellement, il y a un moment qui est très important, c'est le 50e anniversaire de la bataille de Gettysburg en 1913, où les vétérans des armées se rencontrent. Un moment qui est célébré en 1913 comme la vraie fin, la vraie réconciliation, en quelque sorte. Et plusieurs historiens américains ont suggéré que cette réconciliation de 1913, avec ces vétérans à barbe blanche qui se saluent sur le champ de bataille, elle se fait au prix d'un compromis, en quelque sorte, qui est de présenter Lincoln comme celui qui a restauré l'Union, plutôt que comme celui, justement, qui a aboli l'esclavage. Et cette mémoire réconciliée, en quelque sorte, autour du Sud, 1913, c'est à 2 ans près l'année de sortie aussi du film de Griffith, Naissance d'une nation en 1915, c'est une mémoire réconciliée qui se fait en quelque sorte sur le dos des Afro-Américains. Un Lincoln qui est finalement salué, mais salué en mettant de côté ce qui gêne le plus dans le Sud, et le Sud de la ségrégation, n'est-ce pas, le Sud des lois qui ont privé les Afro-Américains de leurs droits civiques progressivement à la fin du XIXe siècle. Eh bien, cette réconciliation-là se fait sur le dos de la population. Alors, il faut peut-être expliquer quelque chose, Pape Ndiaye. C'est aujourd'hui, évidemment, on pense que ce sont les démocrates qui ont obtenu l'abolition de l'esclavage, parce que les démocrates étant considérés comme libéraux, plus à gauche, et les républicains plus à droite, il faut expliquer quelles étaient les réticences des démocrates du Nord à accepter ce 13e amendement, et pourquoi ce sont des républicains, et donc Lincoln en tête, qui ont poussé pour ce 13e amendement. Donc, en effet, c'est la vie politique américaine qui est assez différente de celle d'aujourd'hui. Il y a bien un parti républicain et un parti démocrate, mais le parti républicain est tout frais. Il a été créé en 1856, précisément sur la question de l'esclavage, puisque le parti républicain, c'est le parti de la critique de l'esclavage et de l'abolition. C'est le parti des opposants de l'esclavage, non pas ceux qui veulent, avant la guerre de sécession d'ailleurs, supprimer l'esclavage partout aux États-Unis, mais interdire la diffusion de l'esclavage dans les territoires de l'Ouest. C'est comme ça, c'est la position... Avec la nouvelle frontière qu'on est en train de conquérir. Voilà, c'est la position politique de Lincoln. Et puis de l'autre côté, il y a le Parti démocrate qui, entre autres choses, est le parti qui soutient l'esclavage. Et le Parti démocrate se trouve coupé en deux, évidemment, au moment de la guerre de sécession, puisque les démocrates du Sud sont du côté confédéré, ils sont partis dans une autre trajectoire politique, et les démocrates du Nord, eux, se trouvent
donc faisant partie de l'Union, et leur position politique, donc, c'est une position qui consiste à dire mettons fin à la guerre le plus rapidement possible, concluons la paix, y compris nos respects, plutôt qu'une guerre interminable, et ne parlons pas de cette question qui fâche, c'est-à-dire de la question de l'esclavage. De l'autre côté, les républicains, et là on les voit aussi sont à l'œuvre, ils se divisent en deux. Et radicaux. Entre les radicaux qui, eux, sont des abolitionnistes qui estiment que la guerre doit avoir pour finalité celle d'abolir l'esclavage, avec la figure ô combien fameuse à l'époque de Stevens, et puis les républicains conservateurs qui, eux, estiment et qui se rapprochent des démocrates en ce sens que la question de l'esclavage, la question de l'abolition doit arriver après la fin de la guerre, que c'est une question qui doit se négocier calmement, et donc que la priorité, c'est bien de terminer la guerre dans les meilleures conditions possibles. Donc Lincoln, finalement, la trajectoire politique de Lincoln, c'est bien la trajectoire qui le mène des républicains conservateurs au début, en 1860, finir la guerre et restaurer l'Union. Du côté, il bascule progressivement vers les radicaux, tout en n'étant pas tout à fait aussi radical, mais il bascule vers les radicaux à partir, disons, de 1863, pas simplement pour des raisons philosophiques, mais pour des raisons extrêmement pratiques. Donc, plusieurs hypothèses sont envisagées, et c'est finalement la conduite même de la guerre, à partir de 1863, et les difficultés gigantesques rencontrées par le Nord, les difficultés militaires, parce que le Nord est en déficit militaire au moins dans les 2 premières années de la guerre, les deux années et demie qui commencent la guerre, ce sont ces difficultés-là qui vont pousser Lincoln à se radicaliser et à radicaliser sa position par rapport au Sud, pour des raisons qui sont, encore une fois, des raisons essentiellement militaires. Si le Nord avait gagné tout de suite la guerre de sécession, par exemple en 1862, eh bien, la question de l'esclavage n'aurait jamais été posée. L'Union aurait été restaurée, le Sud aurait conservé l'esclavage, et puis, alors, pour un laps de temps qu'on ne connaît pas, l'esclavage aurait persisté aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Pavel à propos du film, de sa véracité, de ce qu'on peut savoir de la documentation qui a servi à Spielberg? Est-ce que vous voulez poser des questions particulières à Pavel? À peine d'ailleurs, la guerre, et au moment de la discussion de l'amendement, la guerre est réglée. Autrement dit, le Nord a gagné. Et ça n'est plus qu'une question de délai. Les troupes du Sud, du Nord, sont profondément entrées dans le Sud, à travers la Géorgie, par les routes maritimes. Donc le Sud est aux abois à tous les points de vue. Il n'y a plus de munitions. La situation alimentaire dans le Sud est catastrophique à ce moment-là. Donc on peut dire que ce n'est pas le 13e amendement qui règle la situation militaire. La situation militaire est déjà perdue pour le Sud. Ce que le 13e amendement règle, c'est l'après-guerre, plus exactement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer une fois que le Sud aura été vaincu? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rétablir ou maintenir l'esclavage? N'oublions pas qu'en 1865, l'esclavage est déjà une institution en déliquescence complète, parce que les esclaves fuient les plantations, essaient de rejoindre le Nord pour s'engager, les hommes, pour s'engager dans l'armée. L'économie du Sud est profondément désorganisée. Donc, qu'est-ce qui est, face à cette situation par laquelle l'esclavage est déjà en voie de se dissoudre factuellement, pratiquement dans le Sud, est-ce qu'il est imaginable de rétablir l'esclavage et donc de renvoyer dans leurs plantations les centaines de milliers d'esclaves qui ont fui et qui se sont déjà dispersés? Évidemment, cette solution apparaît comme impossible, ou alors on entrait dans une phase de troubles catastrophiques à l'échelle des États-Unis, avec peut-être même la question de la survie du pays qui était en jeu. Donc le 13e amendement n'a pas d'effet militaire stricto sensu, il a plutôt un effet politique sur l'après-guerre. Il abolit l'esclavage, certes, mais
tient compte et il avalise le fait que, dans les faits, la situation du Sud est une situation par laquelle les esclaves se sont eux-mêmes affranchis d'esclaves. Et juste pour terminer, ça offre là tout un terrain d'investigation aux historiens, puisque les esclaves, alors ça pourrait être une critique possible du film, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'idée que ce que pourrait suggérer le film, à tort, c'est que l'abolition procède simplement de discussions politiques entre les élites de Washington, le président et les membres du Congrès. Bien entendu que c'est tout à fait décisif. Mais ce qui est décisif aussi, en même temps, en parallèle, ce qu'on ne voit pas dans le film, c'est que les esclaves ont participé à la fin de l'esclavage. C'est que les esclaves ont joué un rôle très important dans la fin de l'esclavage, précisément par la désorganisation générale de l'économie du Sud, par les fuites, par le sabotage général des plantations, qui fait qu'on ne peut pas comprendre l'abolition aux États-Unis, pas plus d'ailleurs que les abolitions de 1848 pour la France, ou plus tard celle du Brésil en 1888. Les grandes abolitions du XIXe siècle ne se sont pas faites avec des esclaves qui étaient en quelque sorte des spectateurs, ceux qu'on voit au balcon, n'est-ce pas, du Congrès, et qui regardent avec tant d'espoir. Ils ne sont pas simplement spectateurs, ils sont aussi acteurs de leur propre histoire. Et donc les deux éléments doivent être considérés, l'approche par le haut, si je puis dire, celle qu'on a vue dans le film, mais aussi l'approche par le bas, c'est-à-dire l'approche par laquelle les esclaves se sont libérés de leur servitude. C'est juste, en effet, puisque d'ailleurs, comme je le disais, c'est noté de façon très précise par les greffiers de la Chambre du Congrès, en l'occurrence. L'idée, c'est de ne pas s'engager dans un débat, disons, philosophique sur l'égalité des races, qui aurait amené d'ailleurs à la question, qui est une question non résolue à la fin de la guerre, qui est la question du vote, n'est-ce pas, des affranchis. Donc il s'agit de mettre ça de côté pour privilégier simplement une approche strictement juridique par laquelle l'esclavage se trouve aboli aux États-Unis. Mais vous voyez l'ambiguïté de ce 13e amendement. Le 13e amendement abolit l'esclavage, mais il ne dit rien de la nature des droits politiques qui vont être conférés à ceux qui viennent de sortir de l'esclavage. Il ne dit rien de cela parce que, précisément, il s'agit de grappiller ces votes un par un, en particulier les votes des républicains conservateurs qui veulent bien abolir l'esclavage, mais qui ne veulent pas entendre parler du droit de vote. Et il faut donc attendre les années 1867, 68, 69 pour qu'une majorité radicale au Congrès vote le 14e et le 15e amendement, 14e et 15e amendement, qui garantissent le droit de vote aux anciens esclaves pour une période d'ailleurs relativement brève, puisque par une série d'artifices juridiques, le droit de vote va être progressivement retiré aux affranchis et à leurs descendants dans les années 1890 au tout début 1900, 1905. Le droit de vote va être retiré dans le Sud, non pas que les amendements à la Constitution soient abolis, mais les différents États inventent des subterfuges qui permettent de supprimer le droit de vote. Le plus célèbre, vous savez, c'est la fameuse loi du grand-père en Louisiane, qui précisait que seuls les électeurs dont le grand-père pouvait voter étaient admis à participer aux élections. Et donc, évidemment, ça ne concernait pas les Noirs américains au début du XXe siècle. Donc, les Noirs se trouvent privés du droit de vote. Mais donc, la question relative à Stevens, c'est bien un retrait, on va dire, tactique, hein, pour s'assurer la majorité au Congrès. Il y a quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est ce qui est assez bien rendu, même si ça fait un peu carton-pâte comme ça, c'est l'idée que Washington est une capitale toute neuve. Le Capitole tout blanc, la Maison Blanche toute blanche, vraiment blanche en l'occurrence, les rues embourbées, c'est
c'est aussi raconté dans ce film que auparavant, avant Washington, il y a eu une autre capitale qui était Philadelphie, que cette capitale a été, Washington a été capitale au tout début du 19e siècle, et qu'il y a à peine 50 ans que Washington est capitale. Ça, c'est assez bien vu de la part de Spielberg, je trouve. Oui, c'est une belle description de Washington, cette bourgade qui n'est absolument pas comparable aux belles villes, aux grandes villes du pays, New York en premier lieu, mais aussi Boston et Philadelphie. C'est une sorte de petite bourgade sudiste qui est transformée pendant la guerre en caserne, n'est-ce pas, puisque c'est une ville de garnison. Washington à ce moment-là. Le seul élément qui manque, je dirais, d'un point de vue historique, de la reconstitution de la ville, c'est le flot de réfugiés. Parce qu'il y avait un flot de réfugiés, notamment d'esclaves, qui avaient de Virginie. La Virginie est toute proche de l'autre côté du Potomac, n'est-ce pas ? Washington est une ville d'esclaves, jusqu'à la guerre de sécession. Hein. C'est une ville avec une domesticité esclave. Et donc, les esclaves traversent le Potomac et se réfugient à Washington. Et donc, il y a des foules, n'est-ce pas, d'esclaves, d'anciens esclaves, qui sont là avec les soldats, avec les tentes, avec les... Donc c'est une ville qui se trouve absolument submergée par le monde pendant la guerre de sécession et qui n'est pas du tout taillée pour ça. Les bâtiments officiels, le Congrès, etc., tout a été reconstruit depuis, n'est-ce pas, puisque on reconnaît évidemment le Capitole, qui a à peu près la même forme, avec son dôme, etc., mais c'est du bois, enfin, ce sont des constructions encore très légères. Tout va être complètement repensé, reconstruit en marbre et en pierre solennelle, si je puis dire, progressivement, d'abord dans une première tranche à la fin du XIXe siècle, et puis surtout dans les années 20 et 30, lorsque Washington acquiert le visage qu'on connaît aujourd'hui. Je ne suis pas spécialiste de cinéma, et donc je suis sûr qu'il y a parmi vous d'ailleurs des spécialistes de cinéma, ô combien, non pas vous, mais les étudiants de l'université de Paris 3, qui a des études fameuses, des départements d'histoire et d'études du cinéma. Donc je ne peux pas trop m'avancer là-dessus. Je trouve que, personnellement, que c'est dans la catégorie des films historiques de Spielberg, que c'est un des plus réussis. Je craignais que ce film ne ressemblât à des films moins réussis de Spielberg, en particulier puisque ce film touche à la question de l'esclavage, ou bien à la couleur pourpre, ou bien ce film Avicenne, qui porte plus sur la traite et qui pose beaucoup de problèmes, à la fois des problèmes historiques, mais je trouve aussi des problèmes purement cinématographiques. Il y a là quelque chose de fort. C'est vrai que c'est aussi un film sur un président qui se distingue, me semble-t-il, là aussi, des films sur des présidents, disons des présidences plus récentes, en ce qu'on voit bien deux choses qui me semblent importantes et singulières pour ce film. C'est d'abord ce travail politique assez aride, si l'on peut dire, qui consiste à grappiller les votes, à établir des marchandages de Maquignon, qui montrent à quel point Lincoln n'est pas seulement cette figure historique, presque philosophique, mais aussi un homme qui est un homme roué lorsqu'il s'agit de faire des deals politiques, de gagner des voix. Il n'hésite pas à corrompre via ses hommes de main. Ça, c'est tout à fait important. On ne voit pas tellement ça, je trouve, dans les films qui ont pu être faits sur la présidence. Ça peut avoir un rapport avec une série qui a énormément de succès, c'est la West Wing, et à la Maison Blanche. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a été, son regard a peut-être été changé par justement ce travail en profondeur qui a été fait par West Wing de ce qu'est le quotidien d'un président américain aujourd'hui. C'est juste sur la mécanique. Sur cette mécanique du pouvoir qui est une... Pardon ? Le compte des voix. Le compte des voix, ces comptes d'apothicaire, littéralement, où on discute de la sorte. Et puis, il y a une autre dimension aussi qui est, elle, peut-être un peu plus classique dans l'histoire des présidents américains dans le cinéma, c'est le Lincoln, le chef de guerre.
parce que Lincoln, il a quand même une caractéristique, c'est que du premier jour de sa présidence jusqu'au dernier jour de sa présidence, jusqu'à sa mort, il est un chef de guerre. C'est le seul président américain dans ce cas-là. Beaucoup de présidents ont connu des guerres. Le président actuel, bien sûr. Mais aucun n'a connu une présidence ou deux présidences entièrement marquées par la guerre. Et là, le Lincoln, le chef de guerre, c'est pas simplement celui qui, comme Roosevelt, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, ou bien Wilson en 1917, se fait lire des rapports sur l'état de la situation, mais c'est littéralement un chef de guerre. C'est-à-dire quelqu'un qui apprend à faire la guerre et qui mène la guerre. Il y a ces images remarquables dans le film du ministère de la guerre, ce sous-sol du ministère de la guerre, avec le télégraphe. Parce que Lincoln est un passionné de télégraphe. Il fait dicter des messages, mais il est lui-même capable d'envoyer des messages tant il est fasciné par le télégraphe. Et on a beaucoup de rapports et de choses, d'archives, qui montrent l'intensité des échanges entre Lincoln et ses généraux. Ce n'est pas des échanges, c'est Lincoln qui envoie des messages disant à l'un de ses généraux, McClellan par exemple, lui disant « Mais n'arrêtez pas le combat, poursuivez les unités, tournez à droite plutôt qu'aller tout droit. » C'est le chef d'état-major, une position qui n'existe pas encore d'ailleurs aux États-Unis à ce moment-là. Et puis on a des messages extraordinaires de Lincoln, comme « Ça fait un quart d'heure que je n'ai pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe ?» C'est littéralement qu'il suit la guerre et les opérations militaires, mais minute par minute. C'est tout à fait extraordinaire. Donc il est transformé en général par la guerre. Et ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, qu'on ne voit pas couramment dans le cinéma et qui n'est d'ailleurs pas courant dans l'histoire des présidences américaines. Des films immensément populaires, prenez Autant d'Emporte le vent, le roman de Margaret Mitchell et le film, donc au milieu et à la fin des années 30, qui sont également populaires dans le sud et dans le nord des États-Unis et qui présentent, n'est-ce pas, cette image à l'eau rose d'un sud qui aurait été brutalisé, n'est-ce pas, par les armées du Nord. Oui, d'ailleurs, c'est un soldat du Nord qui viole ou qui manque de violer, en l'occurrence, vient dit dans le voilà. Et donc il faut une réaction extrêmement forte, qui est une réaction à la fois historiographique, des historiens qui ont travaillé, surtout à partir de la fin des années 50 et dans les années 60, comme vous dites, et évidemment que le travail des historiens est en lien profond avec la situation politique des États-Unis à ce moment-là, c'est-à-dire avec le mouvement pour les droits civiques. Les deux sont absolument indissociables, et c'est à ce moment-là, effectivement, que la question de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, par la guerre de sécession et de la position propre de Lincoln par rapport à la question de l'esclavage, une question qui agite les historiens depuis un demi-siècle, justement, c'est à ce moment-là que cette question surgit et devient la question centrale d'un point de vue historiographique, c'est-à-dire l'esclavage pendant la guerre de sécession, c'est aujourd'hui, à la fois d'un point de vue mémoriel et d'un point de vue scientifique, la question centrale. Il faut quand même se souvenir que le discours de Martin Luther King, le fameux discours dont on a appris les 3 jours, qu'on ne pouvait plus l'utiliser sur YouTube parce qu'il avait été vendu à une grande firme internationale et que les droits étaient préservés par la famille. Donc, et ce discours-là, I Am Green, est prononcé sur le mont de Washington, devant le Lincoln Memorial, et que le discours de Martin Luther King commence par une citation du discours de Gettysburg de Lincoln. Et c'est ensuite qu'il détourne cette citation en disant depuis ce discours, la situation n'a pas changé, nous sommes toujours en esclavage. Et c'est d'autant plus vrai qu'il prononce ce discours exactement un siècle après Gettysburg, n'est-ce pas, à 2 mois après. Gettysburg, c'est novembre, King s'exprime en août 1963. Et donc, King veut en quelque sorte commémorer le centenaire du discours de Gettysburg, à un moment d'ailleurs où la présidence américaine, qui est celle de Kennedy pourtant, est très molle sur cette question. Et donc King et Randolph et les leaders des droits civiques disent « Eh bien nous, on va faire une vraie
commémoration de Gettysburg. On va organiser une marche et un grand rassemblement à Washington pour demander des choses, pas simplement pour commémorer, mais pour réclamer les droits. Et donc, on est là, évidemment, ils ont un sens de l'histoire qui est extrêmement aigu, hein, bien sûr. Ils sont entièrement inscrits dans cette histoire-là, c'est-à-dire où en est-on un siècle après. Et évidemment, un siècle après, la situation, on est en plein dans le mouvement pour les droits civiques, c'est une situation par laquelle les Noirs américains, s'ils ne sont plus esclaves, ne sont pas pour autant libres. C'est les États-Unis en 1963, c'est encore un pays où il y a des lynchages, c'est encore un pays où la population du Sud, évidemment, noire du Sud, ne vote pas, c'est un pays où la violence atteint d'ailleurs des sommets pendant le mouvement pour les droits civiques. Et donc, il y a là, avec le milieu des années 60, comme une séquence qui se clôt. C'est pour ça qu'on parle parfois du mouvement pour les droits civiques dans les années 1960 comme de la seconde reconstruction, parfois la seconde révolution américaine, celle qui clôt finalement ce que la guerre de sécession aurait dû clore elle-même, c'est-à-dire une séquence par laquelle les hommes n'étaient décidément pas libres. C'est la fin de la guerre de sécession. Appomattox, c'est une petite bourgade de Virginie, en Virginie centrale, disons, pas très loin de Richmond, la capitale confédérée. C'est dans cette bourgade, par le hasard des rencontres militaires, que le Sud, par l'intermédiaire du général Lee, le général seul avec sa barbe blanche sur son cheval, que le Sud signe sa reddition et que la guerre se termine. Donc, ce qu'on voit là, c'est Appomattox, c'est-à-dire la fin de la guerre de sécession. Les chapeaux qui sont enlevés, c'est une marque de respect pour le général Lee, qui est un grand général de la guerre de sécession, le grand général sudiste, le général en chef, d'ailleurs sans doute le meilleur militaire de la guerre de sécession. C'est aussi, c'est l'occasion pour moi aussi de dire à quel point tous ces généraux se connaissent. Ce sont tous des camarades de promotion. Lee, Grant, Sherman et les autres ont fait West Point dans les années 1830, 1840. Ils se connaissent tous. Et c'est un peu le hasard de la guerre qui les a ventilés, si je puis dire, d'un côté ou de l'autre à partir de 1861. On sait même que Lee n'était pas spécialement un grand partisan de l'esclavage. Il aurait d'ailleurs hésité entre le Nord et le Sud au début de la guerre de sécession. C'est un Virginien, donc il a été plutôt du côté du Sud. Les meilleurs généraux sont plutôt du côté du Sud parce qu'ils sont originaires du Sud. Mais ils se connaissent très bien. D'ailleurs, ces officiers supérieurs. Et les chapeaux que l'on retire, c'est une marque de respect à l'égard d'un homme qui est l'ennemi, mais qui n'est peut-être plus l'ennemi au moment où il s'en va, puisque le Sud est désormais défait. Vous avez vu cette remarque qu'elle fait dans la calèche à la fin, une remarque intéressante où elle dit elle semble se soucier de sa place dans l'histoire. Et elle se dit moi, je ne vais pas avoir une place dans l'histoire très relisante, puisque je serai l'enquiquineuse à côté du grand homme. Ce qui est intéressant, puisque, au fond, elle est lucide en quelque sorte, je dirais, du point de vue des relations de genre, elle est lucide sur sa place, c'est-à-dire sur le fait que, d'une manière générale, dans l'histoire, jusqu'à très récemment, les femmes occupent une place qui est considérée comme secondaire, comme celle d'une bonne accompagnatrice. Et donc il y a eu des dizaines de livres qui sont parus sur Lincoln, et une partie d'entre eux s'intéressait à sa vie privée, et une partie d'entre eux, mais dans le sens dont on vient de parler, Pape, c'est-à-dire une réhabilitation d'une vie personnelle, etc., qui avait jusqu'à maintenant été occultée par le grand homme. Voilà, une vie personnelle qui n'existe pas pratiquement, tant la vie publique occupe tout l'espace. Et il y a toutes sortes de publications ces dernières années qui ont glosé sur sa relation avec Maury, avec sa femme, avec d'autres femmes qu'il avait pu connaître jadis, sur des relations homosexuelles qu'il aurait entretenues avec tel ou tel. Bon, toutes sortes de choses, d'une certaine façon. La vie privée prend sa revanche, comme si on ouvrait un peu ou on en trouverait un couvercle. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant l'essentiel de la période qui a
historique qui a suivi Lincoln, celui-ci a été vu comme n'ayant littéralement pas de vie privée. Et lui-même, d'ailleurs, a produit un discours là-dessus. C'est-à-dire que lui-même a contribué à façonner l'image d'un homme entièrement à son travail, entièrement à sa cause, un homme entièrement qui se donne au peuple, en quelque sorte, jusqu'à sacrifier sa vie privée. Il y a des scènes très dures, d'ailleurs, dans le film, à propos de la mort de leur fils, où il dit que c'est interdit d'être en deuil parce qu'il n'en avait pas le droit, lui, président des États-Unis. Donc ce Lincoln-là est aujourd'hui battu en brèche par un travail sur un Lincoln privé, en tout cas sur des aspects de la vie de Lincoln qui n'avaient pas été regardés jusqu'à présent. Grande figure historique, en évitant de les canoniser ou de les considérer comme des prophètes. Par exemple, vous avez vu à la fin du film, Lincoln, là c'est un sujet de débat entre les historiens, à propos de savoir si les affranchis auront le droit de vote. Et on le voit tergiverser, expliquer que le droit de vote ne doit être accordé qu'à certains et pas à d'autres. Et les historiens débattent de manière infinie pour savoir s'il s'agissait d'un mouvement tactique, n'est-ce pas, ou si cela correspondait à quelque chose de plus profond chez Lincoln. Et on a des éléments par lesquels, effectivement, on peut avaliser l'idée d'un Lincoln qui considère certes que l'esclavage doit être aboli, mais qui ne considère pas pour autant que noirs et blancs sont à égalité du point de vue des dispositions naturelles. Un historien a résumé les choses en disant que Lincoln considérait les esclaves ou les noirs américains comme des hommes, mais pas comme ses frères. Pour montrer que, voilà. Donc Lincoln, c'est pas Martin Luther King. Il est homme de son temps, littéralement, en fait. Il n'est même pas radical. Il est dans des prudences soit tactiques, soit dans des positions qui sont des positions peut-être plus profondes, qui sont des positions plus ambiguës qu'on veut bien le croire, parce qu'être opposé à l'esclavage, encore une fois, ça ne signifie pas être partisan ou croire en l'égalité des hommes. Vous savez qu'à l'époque, il y a des gens qui sont opposés à l'esclavage, qui sont des grands théoriciens du racisme. Gobineau, par exemple, à la même époque, est à la fois opposé à l'esclavage, mais en même temps le grand théoricien du racisme biologique, enfin tel qu'il va se développer. Donc on peut, vous voyez, tracer un portrait de Lincoln, qui est un portrait avec des zones qui sont moins éblouissantes que d'autres. Merci Paul Adèle, merci à tous et merci de nous avoir invités à avoir suivi. Merci.